Bonjour à tous et à toutes, ici c'est Michel. Et ici c'est Louis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Popcorn Aigre-Doux, votre podcast mensuel où deux amis Nous deux, parlons de sujets de société à travers des films. nous allons vous passer 3 sons pour introduire le sujet de cet épisode. Alors, est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Si vous ne l'avez pas encore deviné, nous allons parler de foule. Et de foule dans les deux sens du terme. Oui, j'ai bien dit les deux sens du terme. La foule comme une multitude de personnes rassemblées en un lieu, celle qu'on peut croiser par exemple lors des manifestations, d'un carnaval ou encore des soldes de fin d'année. Mais il y a aussi la foule comme la majorité des êtres humains. C'est le même sens que le mot masse, qu'on retrouve plus chez Karl Marx. Nous allons plus précisément nous intéresser à comment la foule peut être décrite de façon différente dans les films et la culture populaire. Et surtout, quel message cela porte. Comme d'habitude, nous allons commencer par un petit topo sur la foule, puis nous partirons de 2 films, à savoir L'invasion des profanateurs, la version de 1978, et le classique du cinéma russe, le cuirassé Potemkin. Oui, je suis très content, j'adore ce film. Oui, c'est toi qui l'as choisi d'ailleurs. Ah bah oui. On en profitera pour parler d'autres œuvres qui nous évoquent ce thème, sans oublier nos propres anecdotes sur nos expériences de foule. Enfin, nous terminerons par une suite de questions entre nous, pour voir qui de nous deux est le plus agoraphobe. Spoiler alerte, c'est Michel. Non. Bon, ok, j'avoue. Mais bon, avant d'aller plus loin, trinquons, qu'est-ce qu'on boit Michel ce matin ? Eh ben écoute, oui, vu que c'est le matin, on va pas commencer par de la bière, mais par une bonne petite chicorée du Nord. Voilà, donc je sais qu'on n'a pas le droit de trinquer entre tasses, certains disent que c'est même interdit. Bon, Non mais n'importe parce qu'on quoi. est des gros thugs de la vie. Ouais. Allez, chin. Mm. Ah. Alors quand on parle de foule, souvent il y a des images quand même un peu particulières qui nous traversent l'esprit. Une rue bondée de Tokyo par exemple, le flot de supporters de foot qui célèbrent la victoire de leur équipe, ou encore une vague humaine de soldats s'élançant courageusement vers leur ennemi. Mais s'il y a bien quelque chose sur lequel on peut se mettre d'accord dès le début, c'est la force évocatrice de la foule, qui nous amène vers des expériences puissantes. Comme le chantait Edith Piaf. Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos mains restent soudées. Donc ça c'est la partie cool, mais un peu plus loin. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et me débat. Bon, la foule est donc souvent perçue comme une force à double tranchant, qui peut aussi bien rassembler que diviser. Allez, 3 exemples historiques de mouvements où la foule a fait basculer l'ordre établi. Déjà, il y a la Révolution française. Pas besoin de la décrire, c'est la fin de la royauté, l'abolition des privilèges et l'arrivée de la Première République. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Mais sans mouvement de foule, pas de révolution. On peut aussi parler de 4 garçons dans le vent qui déchaînent les passions. Et c'est aussi à son public, à la foule de ses fans, qu'on doit la transformation du rapport entre artistes et spectateurs. Je vous le donne en 1000, c'est la Beatlemania. C'est comme ça que les journalistes de l'époque appelaient le phénomène avec les Beatles. Mais ce sont aussi des centaines de manifestations étalées sur plusieurs années qui fondent le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis dans les années 60. Merci qui ? Merci la foule. De conscience collective et intelligence du groupe, l'idée que 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais à 3. Bon, big up à Jean-Claude Van Damme qui avait trouvé une autre solution à cette équation. Comme 1 ou 11 par exemple. Voilà. Le groupe dépasse la somme des individus et devient une entité à part entière. On l'observe bien par exemple chez les insectes comme les abeilles ou les fourmis ou encore des nuées d'oiseaux migrateurs avec leurs mouvements coordonnés. Et mon petit doigt me dit que c'est pareil avec les êtres humains. D'ailleurs, il y a un courant de psychologie qui a justement cherché à théoriser tout cela. C'est ce qu'on appelle la psychologie des foules. Parmi ces théoriciens les plus célèbres, on retrouve Gustave Le Bon et un certain Sigmund Freud. Bon Céline, si tu nous écoutes, je te fais des gros bisous. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, mais en tout cas, il y a plusieurs théories sur le sujet, et on n'a pas assez de temps pour toutes les résumer. En gros, ce qui caractériserait les foules, ici,
surtout dans le sens de masse, c'est que l'individu semble perdre son sentiment de responsabilité et qu'un sentiment d'universalité s'installe. Ce qui veut dire, selon Gustave Le Bon, qu'au sein d'une foule, un individu pourra trouver un courage nouveau ou bien agir de façon irresponsable. Et puisqu'on est du côté de la psychologie, difficile de ne pas parler de phénomènes extrêmement impressionnants. Les psychoses collectives. C'est quand une foule de personnes se met à avoir des comportements irrationnels. Et ça peut être jusqu'à plusieurs millions de personnes, c'est vraiment un truc de fou. Dans l'histoire, il y a un exemple super célèbre qui est l'épidémie de danse de Strasbourg. Ah oui. Ouais, on est au Moyen-Âge à ce moment-là, et il y a des gens qui soudainement se mettent à danser pendant plusieurs jours, et qui sont rejoints par des nouvelles personnes chaque fois, jusqu'à ce qu'il y en ait quand même qui sont mortes d'épuisement, en dansant quoi. Et puis à un moment, ça s'est arrêté. Une histoire de fou. Et parce que c'est rare quand même, les psychoses collectives, c'est plutôt difficile à décrire. Ça reste un phénomène pas très connu aujourd'hui. Et la foule et ses représentations sont largement utilisées comme un outil de propagande. On va essayer par exemple de grossir les chiffres des participants à une manifestation pour faire croire qu'il s'agit d'un mouvement de grande importance par exemple. La manif réac et homophobe, la manif pour tous, déclarait ainsi des chiffres complètement fous. 500 000 participants à Paris en 2014. Alors qu'en fait, la police en a compté 70 000. C'est quand même 8 fois moins, et ça ne donne pas le même effet. De même, les images de l'investiture de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2012 montraient une foule éparse. Donald Trump avait même accusé les vilains médias de répandre des fake news, alors que selon n'importe quel décompte, il y avait moins de monde que pour celle de Barack Obama en 2009. Moi j'ai souvenir comme ça des photos où ils disaient c'est une fake news alors qu'on voit juste des groupes de gens un peu répartis. Oui, et peu importe l'angle selon lequel la photo a été prise, ça montrait, enfin il y avait quand même du monde mais c'était pas rempli quoi. Ouais. On reproche d'ailleurs souvent à la foule d'agir de manière parfois irrationnelle, voire dangereuse. Savez-vous d'ailleurs que de nombreux espaces publics ont été pensés justement pour éviter des mouvements de foule ? Par exemple le métro parisien, enfin le RER. Sur le RER A, qui est la ligne la plus utilisée, c'est 1,2 million de personnes chaque jour qui l'empruntent. C'est complètement fou. C'est vraiment énorme. Et donc pour des questions de sécurité notamment, il faut que tout le monde se croise de manière fluide, éviter les paquets et les gens qui se rentrent dedans. Eh bien, les piliers qu'on peut trouver dans le métro, et qui sont pas forcément là pour faire joli, ni pour vous emmerder d'ailleurs. Non, c'est très chiant, parce qu'en fait ça force à prendre un chemin à droite ou à gauche, on peut pas aller tout droit, et c'est fait exprès. C'est pour éviter les gens de se rassembler et de casser les regroupements, et fluidifier donc le flux de personnes. Ouais. C'est vrai que quand je marche dans le métro parisien, je suis tout le temps en train de slalomer entre les gens et les poteaux. Tout le temps. Et les gardiens de l'ordre, les policiers expliquent que ce sont les manifestants qui causent du désordre et qu'il faut donc y répondre de manière violente. Le mouvement des Gilets jaunes en France a particulièrement mis en lumière des phénomènes de violence policière. Ce n'est pas un phénomène nouveau, bien entendu. Beaucoup de gens en parlaient avant, mais ça a connu un nouvel éclairage à cet endroit. La masse se rebelle et devient foule, il faut la mater. Dans les milieux militants, on se souvient tous du G8 de Gênes de 2001, un exemple sidérant de violence policière où un manifestant a été assassiné par des policiers et plusieurs centaines d'autres ont été torturés, face à des manifestants non armés. Aujourd'hui, de nombreux scientifiques de disciplines très différentes travaillent à développer des modélisations des mouvements de foule afin de mieux les comprendre et de pouvoir mieux les gérer. Psychologues évidemment, mais aussi sociologues, anthropologues et parfois même physiciens qui s'inspirent de la mécanique des fluides pour décrire les mouvements de foule. Avec le développement des technologies de communication, on peut aussi s'interroger sur l'idée de foule virtuelle. Quand on voit que des sites se retrouvent temporairement hors service lorsque trop d'utilisateurs se connectent en même temps sur leur serveur. Ah oui, comment ça s'appelle les attaques de DDoS aussi? Il y a des hackers qui utilisent c'est ça. Mais moi je me souviens aussi quand je postulais au permis vacances-travail au Canada que c'était vraiment mon angoisse que le site crash au moment où les inscriptions s'ouvrent parce que si trop de monde se connectait en fait, ta chance elle te passait sous le nez. Non mais c'est clair. La puissance du nombre sur internet et les réseaux sociaux peut aussi avoir des conséquences vraiment concrètes. Que ce soit une foule de gentils trolls qui parviennent à faire renommer un bateau d'expédition scientifique Body McBoatface. Ouais, c'est un peu difficile à traduire, mais on va dire bateau tronche de bateau. Voilà le niveau, quoi. Ou je me souviens aussi, c'était quand le Congrès américain avait proposé des référendums par vote électronique, et les gens avaient... La première loi qui avait été passée pour être étudiée par le Sénat, c'était la construction de l'étoile noire de Star Wars. Mais sinon,
Ça peut aussi être saisi par des millions de femmes, par exemple, qui ont courageusement partagé les abus qu'elles ont subis avec le hashtag MeToo. Terminons ce petit topo sur des paroles d'Alain Souchon. Foule sentimentale, on a soif d'idéal. Attiré par les étoiles, Les voiles. que des choses pas commerciales. Ah, Alain, on t'aime. Mais oui. Voilà, c'était le petit topo savant de Popcorn and Gudou. Et bien maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir parler des films et des œuvres qui nous inspirent sur ce sujet. Et on va commencer avec 2 films. Donc comme on l'a dit au début de l'émission, Le cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein. C'est un film russe muet de 1925. Et L'invasion des profanateurs de Philip Kaufman, un film américain sorti en 1978. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les 2 films... Enfin, en tout cas... Le cuirassé Potemkin, c'est un film ultra culte, mais que pas beaucoup de gens n'ont vu. En fait, il a été hyper cité, c'est un film qui a énormément marqué l'histoire du cinéma. Aussi parce que c'était un peu les premiers moments où déjà les soviétiques se sont saisis du cinéma, pour faire vraiment du cinéma de propagande de manière très assumée. Ils ont beaucoup théorisé aussi le cinéma à ce moment-là, des techniques de montage, etc. Et ça a beaucoup influencé donc des réalisateurs français ou américains, qui était un peu le moment où se faisait le cinéma à ce moment-là, même s'il y a d'autres exemples ailleurs en Europe par exemple, mais même en Afrique. Mais ça a vraiment influencé fortement le cinéma, et notamment par la théorie du montage d'Eisenstein, qui voulait faire des montages marxistes en bon révolutionnaire. Eh ben, explique-nous ça, parce que je ne connais pas. Non, mais en gros, c'est l'idée de dire qu'il y a un montage qui se pratiquait dans les films français, un peu à la Méliès, etc. Ouais. C'était des montages plutôt bourgeois, parce que on suit un individu qui évolue dans un environnement et qui arrive à la fin. C'est une histoire très individuelle. Or, quand même, la révolution soviétique, c'était quand même l'objectif d'exalter justement la masse, les foules, et de dire qu'on est plus puissant ensemble, et de collectiviser, etc. Enfin, il y a quand même tous des enjeux aussi théoriques et de gestion de vie, à penser la vie en communauté. Et donc, dans le cinéma aussi, on pouvait pas se contenter de faire juste des histoires individuelles, il fallait aussi montrer la collectivité. Et le cuirassé Potemkin, qui parle donc d'une mutinerie d'un bateau russe, et qui après, ça devient une émeute complète dans la ville d'Odessa, qui est aujourd'hui en Ukraine. Oui. Et d'ailleurs, on a choisi ces films-là avant la déclaration de guerre de la Russie envers l'Ukraine. Et du coup, ça va peut-être résonner parfois dans ce qu'on va raconter, mais c'était pas notre intention, en tout cas, d'en parler spécifiquement, même s'il y a des résonances qu'on peut retrouver. Mais du coup, dans le cuirassé Potemkin, on suit donc une mutinerie, et donc des soldats qui estiment qu'ils sont pas assez bien nourris sur un bateau, qui sont pas assez bien traités. Alors, de la viande avariée, alors que les officiers du bateau, eux, vivent dans de bien meilleures conditions. Ouais, et donc sur un bateau de guerre, etc. Et donc ils décident de se rebeller. Donc en gros, on suit comme ça des scènes de mutinerie, puis dans la ville, des scènes de foule d'abord, de foule qui s'organisent entre elles, de la vie un peu pétillante et palpitante des habitants d'Odessa. Puis après, une scène où il y a les Cosaques qui arrivent, donc de l'armée tsariste, qui leur tire dessus, avec une scène hyper célèbre dans un immense escalier à Odessa. Oui. Et qui a été beaucoup recitée dans d'autres films. Ouais. En fait, cette scène a inspiré de nombreux autres réalisateurs, et pas seulement en russe, vraiment dans tout le cinéma moderne. Et c'est vrai que moi, je ne l'avais pas vu ce film avant, donc c'est toi qui m'en as parlé. Et en voyant ce film, j'ai pu voir les connexions avec d'autres films. Ah ouais, non mais c'est clair, c'était vraiment ultra cité. Et donc là, par exemple, la foule, on la voit comme une somme, déjà une foule victime, et puis plutôt qu'une foule un peu vengeresse, ou irrationnelle, ou je sais pas quoi, plutôt une foule victime et qui s'organise, et qui est aussi une somme d'individus, et en même temps une foule puissante. Et donc on voit comme ça beaucoup de gros plans sur des visages, des gens qui pleurent, des gens qui s'organisent entre eux, des passages à 3-4, des passages à très nombreux, des passages juste sur des mains qui sont en train de préparer à manger par exemple, ou juste comme ça, et ça permet comme ça de montrer la foule comme étant une somme d'individus, et qui a le mérite d'être meilleur presque en foule qu'en individu. Ce que je trouve intéressant dans le cuirassé Potemkin, c'est que il y a quelques individus, on va dire, qui se démarquent du lot dans ce film, mais c'est vrai que sinon, l'empathie que le réalisateur crée, elle se dirige surtout vers la foule. Et justement, ce concept un peu de foule victime, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en général, dans les films, on voit plutôt la foule comme une forme de menace ou cette forme destructrice, alors que là, en fait, elle est attaquée
et on a de la pitié pour cette foule. Ouais, et vraiment, on a de la pitié pour les gens. On se dit, mais c'est vrai, ils vivent une mauvaise vie sur le bateau. Après, les gens dans le port, ils sont maltraités par l'armée, etc. Et donc, du coup, on a vraiment de l'empathie qui se crée pour tout le monde à ce moment-là. Et c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on voit plus trop. Il y a vraiment eu, surtout post-Nouvelle Vague, enfin, dans le nouvel Hollywood, Spielberg, etc. Il y a vraiment eu un retour aussi à quelque chose de très individuel et du cinéma spectacle. Très assumé, et parfois à revendiquer une posture non politique, alors que ça l'était, même il y a des moments donnés, ça l'était en revendiquant, bref, peu importe, mais... Ouais. Mais du coup, là, retrouver un peu cette vision-là, c'est quelque chose qu'on voit pas très souvent. Et par exemple, dans le deuxième film, L'invasion des profanateurs, de Philip Kaufman, c'est vraiment une autre vision de la foule, mais qui est aussi intéressante, parce qu'elle est pas traitée de manière juste idiote et bête, mais qui est un peu fascisante. En gros, pour résumer l'histoire, il y a des plantes extraterrestres qui atterrissent sur Terre, à San Francisco. Oui, c'est ça, c'est des formes de vie extraterrestres, un peu des parasites. Et qui possèdent les gens, en gros, puisqu'on schématise, qui possèdent les gens, et du coup, au fur et à mesure, on voit que les gens sont de moins en moins des individus normaux, mais devient une espèce de foule de plantes connectées humaines. Qui sont un peu apathiques, en fait, ce qui les démarque, c'est qu'ils n'ont pas d'émotion. Ouais. Ils ne montrent pas d'émotion par rapport aux humains. Et donc, ils deviennent cette masse un petit peu sans... On peut plus vraiment distinguer les uns des autres parce qu'ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de comportement particulier. Mais par contre, là, la foule devient une menace dans ce film. Une menace, et même, moi, ça rappelle des choses un peu de l'ordre du fascisme, quoi. Il y a beaucoup de scènes où on voit... justement cette foule d'individus qui tout à coup se met à marcher en rang, à un rythme de pas très, très identique, à mener des grands projets communs. Il y a toute une scène comme ça dans un hangar où ils sont en train de cultiver des plantes pour envahir le monde. Et non, mais en fait, moi, ça me faisait penser un peu au projet Manhattan, à des images qu'on pouvait voir du projet Manhattan de création de la bombe nucléaire, où tous les gens comme ça se retrouvaient et créaient des armes ou dans un projet un peu fasciste, quoi, au fascisme. Ouais. Et c'est un film aussi qui parle un peu de la fin de l'idéal hippie, enfin de la contre-culture hippie qui s'était développée dans les années 60 aux États-Unis. Donc là, on est dans les années 70. Et comment une ville, San Francisco, qui est justement une ville un peu clé de ce mouvement, est finalement remplacée par des bureaucrates sans distinction. Et même les gens, c'est vrai que moi j'ai découvert ça, tu m'en as parlé ce matin, j'avais pas réalisé avant, parce que je sais pas, ça m'avait pas frappé, mais c'est vrai qu'on voit tout à fait en fait des gens qui vivaient comme des hippies et qui aujourd'hui sont complètement rangés, bossent pour le gouvernement dans le bureau des services de l'hygiène. Oui, non mais c'est ça. Je veux dire, le personnage principal, ils essaient de rendre sexy un mec qui travaille pour le service du bureau de l'hygiène. Mais après, c'est très bien comme travail, mais... non, mais en tout cas, ça montre ça. Et en même temps, ils continuent à aller dans des librairies, à jouer un peu les hippies, aller dans des librairies, à parler avec des psychologues, à rencontrer des poètes, à se faire des massages debout, en disant « Ah, alors, est-ce que t'as lu ce roman New Age ?» Oui, à se cuisiner son petit repas japonais. Alors qu'en fait, tout ça, c'est complètement bourgeois. Enfin, il y a un truc qui est vraiment en plus tourné vers le consumérisme. Il y a vraiment eu un glissement là, et ça montre ça aussi, quoi. Ouais. Et là, du coup, ce qui est full, en fait, c'est la nouvelle société de consommation. C'est ça. Et avec un peu cette idée que t'as beau faire ce que tu veux, tu ne peux pas y échapper ad vitam aeternam. Moi, ça me fait un peu penser au film Zombie, qui est le deuxième film de George Romero, qui a fait donc La Nuit des Morts Vivants, qui a fait Zombie un peu plus tard, je pense dans les années 70 ou 80. Celui où il y a le mec qui mange l'épaule de la fille comme du gâteau. Ok. Non, mais où justement, il y a un propos aussi un peu, je pense que c'est un peu des années 80, un peu anti-société de consommation, parce que ça se passe dans un centre commercial. Ah oui. Et en fait, on explique que les zombies sont dans le centre commercial parce que c'était déjà quelque chose qu'ils faisaient tout le temps de leur vivant. C'était traîner au centre commercial. Donc, une fois mort, ils continuent à faire ça. Et il y a, c'est pareil, ce truc un peu inéluctable où on peut pas échapper aux zombies. Oui. La contamination, elle est rapide, etc. Et donc, hop, on finit par se faire entraîner. Ouais, ça, on peut juste repousser, mais pas éternellement. Et Zombie, c'est assez réputé pour être un pamphlet anti-société de consommation, quoi. Ouais. Et c'est un peu quelque chose qu'on retrouve aussi dans L'invasion des profanateurs. Ah, intéressant, c'est vrai. Sinon, si on peut penser à d'autres références qui nous font penser à des films, à la foule. Bah, il y en a plein, en fait, d'une manière générale, un peu sur le même genre. Ouais. Bah, il y a du coup Zombie, évidemment, qu'on voit bien. Mais il y a un film dont on a parlé dans le dernier épisode qui t'a beaucoup énervé au niveau des foules, ouais. Non, mais effectivement, Joker, moi, ça m'agace parce que c'est
un peu un classique en même temps, cinéma hollywoodien. C'est un film qui est cool, sauf qu'il n'empêche que la foule dedans, elle est systématiquement montrée comme dangereuse. Quand même, il y a les gens qui se rebellent, qui a des mouvements de manifestation qui sont légitimes et que d'ailleurs on légitime dans le film, en disant les gens ont raison de se rebeller et de se dire que dénoncer la société qui est hiérarchisée, etc., c'est pas normal. Et en même temps, la foule devient juste à la fin complètement idiote, se met à suivre un clown psychopathe qui tue des gens sur les plateaux télé dans des crises de psychose et à renverser des voitures, quoi. Et genre comme si tout à coup, on perdait, pouf, soudainement, c'était complètement unilatéral, la foule devenait déraisonnée et faisait n'importe quoi en suivant des psychopathes, quoi. Ouais, bah, dans le même univers, même si c'est pas exactement le même univers cinématographique, mais le dernier Batman de Matt Reeves que j'ai vu, qui m'a grandement ennuyé, 3 heures de Batman, trop long pour moi. Il y a aussi ce côté qu'on retrouve beaucoup dans les films de super-héros aujourd'hui, où la foule est complètement, alors, soit dangereuse, soit la foule, on va dire, des citoyens gentils, est complètement incapable de se défendre elle-même, et elle a besoin d'un individu hors du commun pour la tirer d'affaire. Et moi, à la fin du film, j'en avais marre. Il y avait trop de symbolique où Batman mène la foule avec une espèce de torche avec une torche au milieu genre les libertés qu'ils ont le peuple. Non, mais c'est vraiment ça m'a vraiment énervé. Et moi, je rêve d'un film de Batman où la foule des citoyens de Gotham City viennent dire à Batman, arrête tes conneries, en fait, on sait s'occuper de nous-mêmes. Juste plus de films de Batman aussi, c'est pas très grave. Non mais tu vois, par exemple, il y a aussi des endroits où on voit la foule de manière intéressante. Tu vois, il y a eu déjà toute la vie de Gandhi, mais aussi des films sur Gandhi. Et Gandhi est quand même quelqu'un qui a mené le peuple indien à la libération, en tout cas l'indépendance nationale, par des énormes et gigantesques manifestations non violentes. Et en entraînant ça, il a mis beaucoup de temps à le construire. Il y a aussi beaucoup de choses qui ont fonctionné ou pas fonctionné là-dedans. Mais il n'empêche qu'il y a eu des immenses, mais des gigantesques, avec des millions de personnes qui manifestaient et qui ont fini par amener l'Inde à être indépendante. Mais d'ailleurs, il n'y a pas une anecdote avec le film qui retrace la vie de Gandhi. C'est pas un des films qui a eu le plus de figurants. Si, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, c'était le cas il y a 10-15 ans, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais oui, en tout cas, c'était un des films dans lequel il y avait le plus de figurants, Ouais, moi aussi, dans c'est un peu ces scènes de foule plus joyeuses, un truc qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est les scènes de danse dans les films de Bollywood, où t'as toujours ces belles scènes de danse de groupe, et notamment je pense à Devdas, la scène de danse Dola Re Dora, qui est magnifique. Tu penses pas à mon gala de danse à moi? Mais oui, je fais de la danse à Bollywood. Oui, mais je qualifierais pas ton gala de foule en danse. Un groupe, c'est un petit groupe, mais très beau. Et aussi, je t'ai conseillé la série Sense8, parce que j'aime bien justement la façon dont ils représentent les groupes et les foules, que ce soit à travers des scènes de danse ou des souvenirs. Je trouve ça vraiment intéressant. La foule est rarement perçue comme dangereuse, et c'est plutôt d'ailleurs des individus qui sont dangereux ou des systèmes à ce moment-là, mais pas forcément la foule en tant que telle. Moi, après, il y a les scènes de foule de soldats à cheval dans Le Seigneur des Anneaux, qui est aussi un film qui avait énormément de figurants à l'époque. Et ils ont également fait beaucoup de recherches sur les effets spéciaux pour créer des foules réalistes et des logiciels qui sont capables de générer des foules réalistes, que par exemple sur la scène de bataille du Mordor, en fait, il y a genre 40 figurants à la ligne, sur 3 rangées, donc 120 figurants, et après tout le reste c'est de la 3D, parce que c'est loin, et donc du coup ça se voit pas trop. Et ils ont fait beaucoup de recherches, notamment en s'inspirant, en faisant appel à des chercheurs de la foule. D'accord. Pour créer des foules réalistes, et c'est super intéressant, tout en étant dans une économie aussi de moyens, quoi, de moyens de 3D. Non, c'était cool, mais ça me fait un peu penser du coup aussi dans ce genre-là. Alors au jeu Inside, je suis désolé, je vais le spoiler, donc bouchez-vous les oreilles, Michel, t'as le droit de te boucher les oreilles. Inside? Le jeu vidéo Inside. C'est quoi? Mais tu sais, la suite de Limbo. Ah, ok. Mais où en gros on suit justement dans une société un peu fascisante d'un petit garçon qui essaie de fuir cette société-là, qui est poursuivi, on comprend pas trop pourquoi. Et à la fin, en fait, il part d'une espèce d'expérience où il devient corps avec plein d'autres gens, et il absorbe comme ça plein de membres, de bras, et ça finit par une espèce de grosse boule de magma pleine de bras et de jambes, et qui essaye de fuir. Et c'est super intéressant, parce qu'en fait on pense jouer un individu qui fuit une société totalitaire, et en fait on comprend qu'on est plutôt une foule d'individus pris au piège de la société totalitaire dans une espèce de jeu. Il y a plein de trucs méta comme ça, et c'est super intéressant.
Là, ce que tu viens de dire à la fin, ça m'a aussi rappelé Akira, mais... Ah c'est oui, un tout autre, à fait. Bah, je pense d'ailleurs que c'est clairement une source d'inspiration. Ouais. Il y a une vraie ressemblance physique. Akira, alors si vous aimez les films de science-fiction et que vous êtes « Oh, j'aime pas trop les animés », regardez Akira, franchement, c'est génial. Bon, Michel, est-ce que peut-être tu as des petites anecdotes à nous raconter sur la foule, je sais pas, comme ton papa par exemple? Non mais l'autre, comment tout de suite... C'est moi qui l'ai rajouté dans le... Non mais c'est juste que mon père, je pense du fait de ses expériences de carrière, parce qu'il était dans l'armée, il peut être ému par justement ces visions de foule, de groupes de soldats ou de groupes qui se battent ensemble. Je pense que c'est quelque chose qui l'émeut. Mais moi aussi, c'est quelque chose, franchement, je me sens souvent transporté. Moi, j'ai beaucoup milité, manifesté. Oui. Et je me sens à chaque fois super transporté par des manifestations d'ampleur. Il y a un truc qui se passe, quoi, où il y a une espèce d'énergie hyper puissante. Et j'ai notamment mené des cortèges militants avec des chants, etc. Et du coup, il y a aussi tous des jeux pour essayer de canaliser un peu, pour galvaniser déjà la foule, Ouais. pour faire comprendre qu'on est un et uni. Donc comme ça, il y a des tactiques, des chants, on fait asseoir les gens, puis l'élever en même temps, et les gens, ils ressentent comme ça l'espèce de puissance du truc. Mais aussi pour canaliser, pour dire, après, mais j'étais dans des organisations qui étaient un peu... parfois autoritaire dans les manifestations, ça existe, même beaucoup. Plusieurs réalités peuvent coïncider. Ouais. Non, mais du coup, il y avait aussi beaucoup d'enjeux de canaliser, justement. Que les gens chantent bien, les chants que toi tu veux qu'ils chantent, Oui. que ça donne l'impression que tu veuilles donner, que quand il y a des journalistes qui interviewent, ils interviewent bien les bonnes personnes et pas celles que tu veux pas, etc. Et c'est vraiment intéressant. Ça. Mais c'est vrai que maintenant que tu dis ça, les manifestations aussi auxquelles j'ai participé, c'est vrai que le chant, c'est quelque chose qui canalise vachement et qui donne ce sentiment d'être ensemble. Bah, même dans des gay pride, par exemple. Oui, dans des gay pride. Alors, moi, un de mes meilleurs souvenirs de foule, c'est lorsque j'ai participé à la World Pride, donc c'est la gay pride mondiale à Toronto, il y a quelques années de cela, mais... Et c'était, je sais pas comment dire, le fait de défiler comme ça et être acclamé par des millions de personnes, ça te donne un sentiment de puissance et en même temps de cohésion vachement forte. C'est quelque chose que je recommande à tout le monde si vous pouvez le vivre un jour. Et si vous n'êtes pas trop agoraphobe, j'ai aussi fait l'erreur d'emmener quelqu'un qui est un peu agoraphobe dans une gay pride et ça n'a pas été une bonne expérience pour cette personne, malheureusement. Ah bah la foule, ça peut être aussi très envahissant pour le coup en termes d'espace. Mais c'est comme, je sais pas, le carnaval de Dunkerque, par exemple. Ouais. Moi, j'ai jamais essayé. Je pense que ce serait trop pour moi. Ouais. Où c'est intéressant, mais du coup déjà c'est quelque chose de très ordonné, de très normé, et dont il faut connaître aussi les normes pour pas trop se faire avoir, comprendre comment ça marche. Et il y a des moments où juste parfois l'écart se réduit, et on est très très compressé contre les autres. Même moi j'ai une copine notamment dunkerquoise, mais elle à chaque fois ses pieds ils quittent le sol en fait dès qu'il y a des... Ouais, non, moi le truc d'être trop serré, là c'est ma limite. Genre, la dernière Gay Pride qu'on a fait à Paris, on s'est retrouvé coincé dans le métro, trop bondé, où genre tu pouvais prendre aucun appui. Moi, ça a été anxiogène. J'ai mis du temps à redescendre de l'angoisse. Mais après, je pense aussi à une fois où j'ai regardé une pièce de théâtre à Marseille, et il y avait un match de foot qui se passait ce soir-là. Et en plus, c'était un monologue de Camus, super sérieux. Et tout à coup, on entend une espèce de clameur derrière. C'est genre... Et genre, les cris de la foule, parce que je pense qu'une équipe avait gagné, ont envahi la pièce de théâtre. C'était vachement bizarre. Et quand on est sorti de la pièce de théâtre, la ville était en chaos joyeux. Mais du coup, les routes étaient bloquées, on n'avait plus de train pour rentrer. Enfin, c'était complètement n'importe quoi, les gens couraient partout. C'était trop bizarre. Fou. Mais une expérience vraiment super bizarre. Ah ouais, c'est marrant. Ouais. Toi, t'as eu des expériences comme ça, un peu... Bah, pas à ce point-là. En tout cas, je m'en souviens pas, ça me revient tout à l'heure. Michel, question time. Oui. Est-ce que tu t'es déjà perdu dans la foule ? Je me suis déjà perdu dans la foule quand j'étais enfant à Saint-Malo. Et c'était un peu traumatisant pour moi et pour ma famille. Mais sinon, j'ai déjà été séparé. J'ai notamment le souvenir de la première année où on s'était rencontrés à Lille et on devait se retrouver à Lille 3000. Je pense que c'était avec toi et on n'avait pas réussi parce qu'il y avait juste trop de monde. Alors qu'on était pendant pas Bollywood loin. En plus. Ouais.
C'est peut-être cette Bon année-là. baiser. Ouais, bon baiser de... Là, c'était bon baiser avec Bombay. Il y avait le mot bon Ah baiser. oui, Bon baiser de Lille. oui, bon avec baiser de Bombay. Lille. Mais je me souviens qu'on s'envoyait des textos et on était genre à quelques mètres l'un de l'autre, mais on n'a pas réussi à se retrouver. Ouais, ça arrive souvent. C'est vrai que Lille, c'est une ville qui aime bien les foules. Oui. Et ça peut être... Et c'est des rues assez étroites. Ouais, non, mais tout à fait. Et par exemple, la braderie de Lille, voilà, ça fait plusieurs années maintenant qu'elle n'a pas eu lieu, mais la braderie de Lille, où pendant les grosses années, avant que justement qu'ils commencent aussi à réduire, on arrivait à 2 millions de personnes dans une ville qui fait 200 000 habitants Ouais, non. et qui est déjà un peu dense, quoi, comme population. C'était n'importe quoi, où tu pouvais parfois juste ne plus circuler. Oui, moi, c'est là où j'ai découvert les bouchons humains. C'est genre, t'es bloqué et en fait, tu ne sais pas Ah, ce mais qui c'est se ça, passe. tu peux juste rien faire. C'est fou, quoi. Si tu pouvais être une foule de n'importe quoi, pas d'être humain, ce serait une foule de quoi? Moi, je pense que... Alors ça me rassure un peu, m'a dit une fourmi. Parce qu'il y a le Ok. côté ordonné, rangé, tu sais ce qu'il faut faire, etc. Mais je pense que ça me plairait genre une demi-heure les jours où je suis fatigué. Et sinon, j'aimerais bien juste ne pas être une foule de fourmis. Parce que Ah ça ouais. va être trop l'angoisse. Mais Ouais. le côté comme ça, ordonné, rangé, et juste la vie, elle se mène. Avec la puissance du nombre, c'est un peu intéressant. Et toi? Juste petit aparté sur les fourmis, j'ai regardé des vidéos sur les guerres mondiales de super colonies de fourmis. C'est passionnant, mais c'est terrifiant, j'ai pas envie d'être une fourmi. Bref. Tu serais une reine fourmi, toi. Je sais ça. Moi, aucune idée. J'aimerais bien être une foule d'oiseaux. J'aime bien les mouvements d'oiseaux, c'est un truc que Genre j'adore les regarder. étourneaux, ou- Ouais. Ok. Les espèces de nuées qui bougent dans tous les sens. Ouais. Super. Michel, ton phénomène de masse qui te fait le plus rire? Phénomène de masse. Alors, je sais pas si on peut parler de foule mais moi, c'est les gens qui pensent que la Terre est plate. Enfin, ça me fait rire, en même temps, ça m'inquiète un petit peu, mais... Enfin, ça m'inquiète pas, ça me donne pas des cauchemars, mais de me dire c'est quand même un truc qui a touché des milliers de personnes qui sont juste persuadées que la Terre est plate et... Ouais. qui ont créé une communauté autour de ça, Ouais. qui font des conventions. Enfin, je trouve ça assez incroyable. Ouais. Et toi? Ah, en phénomène de masse, je sais pas trop. Phénomène de masse qui me fait le plus rire. C'est difficile ainsi. Moi, j'aime bien quand il y a une espèce de blague géante là. Je pense, tu sais, où tout le monde se met d'accord. Je sais pas, un peu genre le Père Noël, mais dans des sens plus comiques. Ça va me revenir, mais genre le Père Noël, par exemple, c'est assez fascinant que tout le monde, enfin en tout cas tout le monde, une moitié à peu près du globe, se disent on va mentir aux enfants Oui. à les fins d'année. C'est vrai. Et genre tout le monde se met d'accord de manière tacite et perpétue ce mensonge comme une espèce de complot géant, ça me fait trop rire. C'est vrai, c'est marrant. Est-ce que tu as déjà participé à des phénomènes massifs en ligne? Des fans massifs en ligne une fois, alors ouais, c'était... J'avais une amie très introvertie et un peu aussi, je pense, pas très bien dans sa tête, mais ça c'est autre chose. C'est pas lié à ce que je veux dire forcément, mais ça permet de comprendre. Qui avait passé notamment un nouvel an sur un jeu en ligne, à faire la fête en ligne avec les gens. Ok. Je sais même plus du nom du jeu, mais c'était avant Minecraft et tout ça, mais c'était un truc un peu genre un RPG quoi. Ah, c'était sur Dofus. Elle avait passé un nouvel an sur Dofus et il y avait une communauté de gens qui faisaient un nouvel an sur Dofus. Et du coup, je me souviens quand même m'être connecté, lui faire un coucou. Sur Dofus, c'était hyper bizarre. Et en fait, c'était un peu... C'était pas forcément triste parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient contents d'être là, mais tu sentais que c'était pas le cas de tout le monde et c'était un peu par dépit quoi, qui s'étaient retrouvés sur Dofus à faire un nouvel an. Intéressant. T'as eu toi des trucs comme ça un peu? Phénomène massif en ligne. Non, bah, je pense que tu vois, c'est juste le fait de suivre des modes un petit peu qui se passent. Ne serait-ce que là, ce qu'on fait avec le studio Flamboyance, on s'est lancé dans les réels. Oui. Tout un Tout un apprentissage. Non, mais c'est tout un apprentissage et pas un apprentissage sans douleur. Et je me retrouve à y participer malgré moi, même si j'y trouve une source de plaisir parce que j'utilise ma créativité. Mais j'ai l'impression que je suis un peu obligé de le faire parce que la masse le réclame. Michel, s'il y avait une dernière recommandation, quelque chose dont on n'a pas parlé, tu voudrais parler de quoi? Ok, t'as passé ton tour, c'est mon tour. Ouais, vas-y.
Moi, je recommande chaleureusement d'écouter la série des Pieds sur Terre, qui est Ok. une émission de France Culture, sur les manifestations. Ou c'est la série documentaire. Bref, c'est une émission de France Culture, mais qui parle des manifestants en 80... C'est la série documentaire. C'est super intéressant, et du coup, ça montre bien la manifestation dans tous les sens que ça peut avoir, et c'est vraiment plus subtil et fin que ce qu'on peut imaginer, et ça parle bien de la foule, en sous-texte tout le temps, mais c'est intéressant. Super. C'est maintenant la fin de notre épisode. Merci d'avoir écouté, on espère qu'il vous a plu. Retrouvez tous nos épisodes sur votre plateforme de podcast préférée et on vous invite aussi à aller découvrir les autres podcasts de Studio Flamboyance, notamment Profession Podcasteur que nous animons tous les deux. Où on vous explique comment devenir podcasteur. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, likez partout où vous le pouvez et partagez. Ça nous aide vraiment, pour de vrai. Oui, non, pour de vrai. Popcorn et Gredou est un podcast du studio Flamboyance, créé et produit par Michel Rommel et Louis Duruflé. Bisous et à dans un très mois. bientôt. Révolution. Ah.